Alors ouvrez bien les yeux, ça sera peut-être la seule fois de la chaîne où vous me verrez commencer en branchant une voiture électrique. Je crois que ça fonctionne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, je suis arrivé de Paris avec cette BMW i5 M60 full électrique. J'avais envie de tester en fait un long trajet en électrique, mais rassurez-vous, The Glove Driver ne va pas tomber dans le côté pile du game. Au contraire, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur quelque chose de bien thermique. Imaginez, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez 120 000 euros à peu près à dédier à une voiture et vous êtes passionné du cheval cabré. C'est votre rêve depuis des années de vous acheter une Ferrari. Vous avez un budget quand même conséquent, mais pas facile pour rentrer dans l'univers Ferrari. Qu'est-ce que vous prenez ? Et bien aujourd'hui, je vous propose, grâce à Nash Automobile, un partenaire de longue date de la chaîne YouTube, un triple essai avec 3 Ferrari d'exception qui sont dans ces budgets-là. Ferrari 360 Modena boîte manuelle, Ferrari California, environ 115 000 euros pour celle-ci, 100 000 euros pour la Ferrari California, une voiture mal aimée, peut-être mal comprise, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Pour terminer, Ferrari Testarossa, un peu au-dessus du budget, 125 000 euros. 3 voitures complètement différentes. D'un côté, avec la 360 Modena, une voiture sportive, boîte manuelle, vraiment tournée autour de l'engagement de conduite. Derrière, une voiture beaucoup plus GT, cabriolet, 2+2, moteur avant, une voiture un peu décrié chez Ferrari, qui n'est pas très apprécié par les amateurs, mais moi j'en ai jamais essayé de Ferrari California, donc je suis vraiment intrigué de voir ce que ça donne. Et pour terminer, une voiture mythique, la Testarossa, avec son flat 12 en position centrale arrière, propulsion, boîte manuelle évidemment, plus ancienne. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques techniques de ces 3 voitures, on va comparer un peu leurs évolutions de cote au fur et à mesure des années, parce que quand on met autant d'argent dans une voiture de sport, on a quand même envie que ça garde sa cote, c'est important. On va parler un petit peu de frais d'entretien et bien sûr, je vais prendre les 3 voitures sur la route pour comparer les expériences de conduite qu'elles proposent. Et lorsqu'on parle de Ferrari, c'est normal de parler d'expérience de conduite. Ce sont des voitures exceptionnelles. Donc à moi de vous dire ce qu'on ressent au volant de ces voitures. C'est parti. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Dites-moi évidemment quelle est votre préférence entre les 3 voitures, mais regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour faire votre choix. Et avant de s'attaquer aux voitures, je vous propose comme d'habitude chez Nash Automobile de faire un petit tour de showroom pour voir un peu les pépites qui s'y cachent. C'est parti. Tour de showroom chez Nash Automobile. Alors, ce qui m'amuse, et c'est génial de voir des entrepreneurs comme ça qui ont des activités qui avancent, qui évoluent. Lorsqu'on a fait les premières vidéos ici chez Nash Automobile il y a quelques années, c'était pas du tout les mêmes gammes de voitures qui étaient présentes. Donc on voit une vraie évolution. Vous l'avez vu à côté, la porte était ouverte. Ils ont un autre hangar maintenant avec encore d'autres voitures. Ils sont en train de faire des bureaux de l'autre côté. Donc ça évolue, ça fait plaisir. Je rappelle que Nash Automobile, ils sont situés près du Mans. Alors, on va se concentrer sur quelques voitures. Alors, il y a de la couleur, c'est sympa. Alors, juste devant moi, la AMG GT. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est une phase 1, c'est une GT avec une calandre avant de phase 2 d'origine chez Mercedes, donc ça c'est assez amusant. 991 phase 1 GTS, cabriolet, bleu saphir, Audi R8 V10 Spider, Alpine A110R, classique, j'aime beaucoup cette voiture, quasiment aussi rare que l'Alpine A110R, vous allez comprendre pourquoi. Alpine A110, est-ce que c'est une phase 2? Je suis pas sûr, mais kit aéro, aujourd'hui les kits aéro n'existent plus chez Alpine, ils ont arrêté de les produire parce que il n'y a plus de carbone. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont sorti l'Alpine A110R avec les jantes Turini, parce qu'ils n'arrivent pas à produire les jantes en carbone. 991 phase 1 ou 2 dans le fond, je crois que c'est une 2 avec les biturbo. Et là, 2 voitures très intéressantes. Vous le savez, chez Nash Automobile, j'avais produit un essai il y a quelques années de ça, un double essai, un comparatif entre la F-Type coupé V6 et la F-Type coupé V6S. Une vidéo qui avait énormément marché. Beaucoup de personnes m'avaient remercié d'avoir fait cette vidéo parce que c'est des voitures qui sont relativement accessibles pour des voitures de sport, très désirables. Et là, on a 2 magnifiques exemplaires de F-Type V6 cabriolet. Celle-ci blanche, un blanc très métallisé, intérieur rouge, capote rouge, superbe. Et celle-ci grise, capote rouge, intérieur rouge. Là, vraiment 2 très belles configurations. Ma préférence va se porter sur celle-ci parce qu'elle a les jantes avec les petits inserts carbone là. Et je trouve ça magnifique. Ça, vraiment 2 très belles voitures à l'approche de l'été. Faut pas les oublier les F-Type V6. Surtout que c'est des voitures qui valent pas si cher finalement par rapport aux prestations qu'elles proposent. C'est génial. Un Cayman 718 4 cylindres, une 993. Qu'est-ce qu'on a dans le fond? Des Porsche, un classique. Jolie 3 litres là, je crois. Je crois que c'est une 3 litres avec le gros aileron. La 930 cabriolet avec le turbo look, rarissime, une ancienne 911, et là-bas une 97 phase 2, et un Stelvio QV avec le rouge un peu couleur Ferrari, là, voiture que j'aime énormément. J'en avais essayé un sur la chaîne il y a
longtemps avec Benoît, commercial chez Alfa Romeo Le Mans. Bon, un sacré showroom. C'est vrai que comme je le disais, les voitures évoluent vraiment. Mais là, si je devais jeter mon dévolu sur une voiture, je pense que ça serait la F-Type V6 Cabriolet. Elle a vraiment une config magnifique. En parlant de rouge, on va aller s'intéresser au Ferrari d'or. Bon, et comme j'aime bien vous faire plaisir, avant de vous parler des voitures, petit jeu concours qui se passera sur mon Instagram. Regardez ce que je vous fais gagner grâce à Nash Automobile et grâce à Guillaume Lopez, qui est l'artiste qui a réalisé cette œuvre. Je vous invite à aller voir son site internet qui est dans la description. Il fait énormément d'œuvres comme ceci puisqu'il était l'un des dessinateurs de la BD Michel Vaillant pendant de nombreuses années. Et il produit ce genre d'œuvres, principalement automobiles. Allez voir son site, il y a vraiment de quoi satisfaire tous les passionnés. Et avec Nash Automobile et Guillaume Lopez, que je remercie énormément, on vous fait gagner cette œuvre. Ça sera un jeu concours sur mon Instagram, une photo qui ressemblera à peu près à ça, moi devant les 3 voitures. Hop là, il vous suffira de taguer 2 amis, de vous abonner, vous connaissez le principe des jeux concours. Magnifique image des 24 heures du Mans. C'est dessiné par tablette, par ordinateur, et donc d'une Porsche 917 en pleine course là. C'est une affiche qui a quand même une sacrée valeur, donc c'est un très beau cadeau que je vous offre. Je suis hyper content de pouvoir vous l'offrir. Un immense merci à Guillaume pour sa confiance et bien sûr aux équipes de Nash Automobile. Le jeu concours est dès la sortie de cette vidéo sur mon Instagram. Je vous invite à participer. Je pense que ça sera pour beaucoup d'entre vous la déco idéale dans un bureau ou même dans un salon. Rendez-vous sur mon Instagram. Je vous mets une petite image de l'autre tableau qu'ont les gars à l'intérieur, mais celui qu'on vous fait gagner, c'est celui-ci. Bonne chance, tirage au sort dans une semaine. Première présentation sur ces 3 Ferrari bien différentes, la 360 Modena. J'avais essayé il y a quelques années de ça une Ferrari 360 Modena coupée avec la boîte F1 sur ma chaîne YouTube dans les alentours de la région lyonnaise et sans aucune surprise, j'avais adoré cette voiture. C'est une voiture comparée aux autres qui va être assez sportive. On est vraiment sur la berlinette Ferrari avec le moteur central arrière, en l'occurrence un V8 atmosphérique 3,6 litres qui développe 400 chevaux et 373 Nm de couple. Un moteur extraordinaire, super rageur, qui prend quand même 8800 tours minute. La voiture est dans une configuration classique Ferrari, Rosso Corsa, intérieur noir, boîte manuelle, évidemment c'est une propulsion. Et la 360 Modena dans l'histoire de Ferrari, c'est une voiture très importante puisque c'est un énorme gap en termes de modernité par rapport à sa grande sœur, la Ferrari 355. La 360 Modena a été produite entre 1999 et 2004 et l'apogée de ce modèle évidemment a été la 360 Challenge Stradale, voiture que j'ai jamais essayée. Si quelqu'un en a une à me faire essayer, ça serait avec plaisir. En termes de ligne, en termes de finition, en termes de performance, c'était vraiment un gros gap par rapport à la Ferrari 355, une voiture beaucoup plus moderne et je le sais, une voiture qui est très appréciée parce que, on le sait, on va le dire, une Ferrari, lorsqu'on en achète une, alors j'ai jamais été dans cette position mais je le sais, ça fait peur et là on sait qu'on a une voiture qui est relativement moderne et donc qui fait peut-être un peu moins peur que d'autres Ferrari s'il fallait en acheter une. Et je trouve très intéressant d'avoir cette voiture aujourd'hui, d'une part parce que c'est une boîte manuelle, c'est du coup la version la plus désirable et parce que je sais à quel point cette voiture vous emmène immédiatement dans l'univers Ferrari et à quel point c'est une voiture qui est spéciale à conduire. Que ce soit au niveau de la sonorité, au niveau de l'engagement de conduite, au niveau de la ligne, rien que là, enfin, c'est exceptionnel. Voir juste ces 3 Ferrari, qui est vraiment la marque ultime, rassemblées, c'est vraiment génial. Et il y a des caractéristiques qu'on retrouve sur la 360, comme par exemple le moteur visible à l'arrière, ça c'est un détail qui est magnifique. Cette voiture est équipée aussi de la grille arrière qu'on appelle Challenge, qui est la même grille que la Challenge Stradale. En fait, c'est cette partie-là noire en métal un peu maillé, comme ça, je trouve ça très joli. Il y a certaines voitures qui ont cette partie-là peinte. L'énorme diffuseur de la 360 Modena. C'est une voiture que je trouve immédiatement extrêmement excitante. On va passer à l'intérieur, mais juste avant, je vais vous parler un petit peu de cotes sur ces voitures et de coûts d'entretien. Pour ceux qui seraient intéressés par les évolutions de cotes de ces 3 voitures ainsi que par leur coût d'entretien annuel, j'ai réuni dans la description de la vidéo plusieurs articles qui détaillent ces points assez précisément. Concernant les cotes, dans les 3 cas, ce sont plutôt des autos qui voient leur prix augmenter au fil des années, et comme d'habitude, plus la configuration est rare, plus ça vaut cher. Pour ce qui est des coûts d'entretien, bien que les dépenses classiques ne soient pas démesurées par rapport à d'autres voitures de sport, des plus grosses interventions peuvent vite faire exploser la facture, d'autant plus sur des modèles anciens comme la Ferrari Testarossa ou la 360 Modena. Pour plus de renseignements, je vous invite à lire les articles que j'ai rassemblés dans la description, il y a toutes les informations nécessaires.
Et bien sûr, si vous êtes intéressé par les voitures, contactez Nash Automobile. À l'intérieur de la 360 Modena, ambiance année 2000, avec des finitions Ferrari qui sont quand même, il faut le dire, pas extraordinaires. C'est rigolo parce que l'impression de la qualité de l'intérieur est pas excellente. Immédiatement, il y a des plastiques un peu durs, l'assemblage est pas magnifique, mais il y a une ambiance. Il y a une ambiance, tous ces petits compteurs, le volant Ferrari sans bouton et bien sûr cette boîte manuelle avec la mécanique apparente à l'intérieur, bien verrouillée, la vue du moteur derrière sur la vitre, l'environnement rouge à l'extérieur, pas de doute on est dans une Ferrari et puis bien sûr le compte tours gradué jusqu'à 10 000 tours minute, le compteur de vitesse gradé jusqu'à 340, c'est une voiture qui prenait plus de 300 km/h, l'inscription 360 Modena ici. Immédiatement, il y a une ambiance particulière et on sait qu'on est dans quelque chose de très spécial. Bien sûr, ce qui est encore plus spécial, c'est lorsqu'on démarre la voiture et qu'on va faire un tour avec. Me voici au volant de la Ferrari 360 Modena. Alors immédiatement, c'est l'ambiance Ferrari, c'est la première chose qui marque. Position de conduite assez étriquée. Je mesure 1m91 et pour pas être trop loin du volant, j'ai quand même les genoux assez proches du tableau de bord. J'avais pas ce souvenir là, mais faut pas être beaucoup plus grand que moi. Même si au niveau du plafond, j'ai quand même de la place. Immédiatement, ce qui est génial, je l'ai dit tout à l'heure quand j'étais assis déjà à l'arrêt, mais c'est l'ambiance. C'est le Cavallino sur le volant, l'atmosphère rouge autour. On est assis très bas, on sent que la voiture est très sportive immédiatement. Dès qu'on met la première, on a ce maniement de boîte de vitesse. Et immédiatement, on sait qu'on est dans quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial, mais aussi dans quelque chose de sportif. Parce que la première chose qui m'a marqué immédiatement, c'est la légèreté de la voiture. La légèreté de la voiture, l'absence, ou en tout cas la très faible inertie. On sent qu'on est dans une voiture de sport qui est petite, qui est agile. Et immédiatement, en fait, mais vraiment là, j'ai fait 400 mètres avec la voiture, peut-être 1 km. J'ai envie de piloter un petit peu, j'ai envie de croiser la police, pas forcément, surtout avec l'échappement qu'on a, bonsoir mesdames. Le couple maximal de 373 Nm, qui est pas énorme, est atteint à 4500 tours, juste en dessous de 5000, et en fait immédiatement je sens que la voiture elle a énormément de relance, elle a du couple, malgré ses valeurs de couple qui sont finalement assez faibles. On sent que c'est un amortissement un peu à l'ancienne, ça rebondit un petit peu. Mais la voiture est agile, légère, la direction est légère, précise. Un peu comme d'habitude chez Ferrari, il y a peu de débattement dans la direction, il y a peu de tours de volant. On tourne assez peu pour que la voiture pivote. Et même sans aller spécialement vite, j'ai déjà vraiment cette sensation de voiture de sport qui communique, qui offre une expérience sensorielle assez tactile, mais en même temps assez approchable. Ça c'est l'ouverture des valves à 4000 tours minute. Ah voilà. Et là on retrouve immédiatement un début de sonorité Ferrari. L'embrayage est court, assez léger, les rapports s'emboîtent bien. Ça, c'est la première fois que j'essaie une 360 Modena avec une boîte manuelle. Et je dois dire que la sensation de cette boîte est vraiment très très bonne. Le débattement est court, précis. On n'a pas le levier de vitesse qui va se prendre entre les pointes des grilles. Oh, l'explosion à l'échappement. On sent que c'est une voiture qui paraît légère, qui a envie de s'envoler, qui a envie de prendre des tours. Dès qu'on commence à accélérer, c'est amusant parce que la voiture elle est
Elle se balade, elle rebondit un peu, on sent qu'elle n'est pas hyper fan de la route bosselée, et encore là c'est pas une route spécialement dégradée, mais il y a quand même une confiance qui se dégage de la voiture. Là en plus on a des pneus très modernes, on a des Michelin Pilot Sport 5. Ce que j'aime aussi dans la voiture, c'est qu'on a, mine de rien, on a la sensation d'être très assis sur le train avant, et ça donne énormément de confiance. Lorsqu'on commence à pousser, on sait exactement où va la voiture, on a vraiment une très très bonne lisibilité du comportement de la voiture. Et un détail que j'adore aussi, là vous pouvez le voir en POV, mais c'est les ouïes là qui sont dans les rétroviseurs. Ça c'est quand même très 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 excitant. Et c'est vrai que là, entre les trois voitures, on a vraiment la proposition sportive, engageante, excitante et quand même relativement accessible, qui amène, je trouve, cette dualité parfaite entre une voiture quand même utilisable, parce que ça se conduit assez facilement, mais très très sensationnelle, très très excitante, et sportive et qui, malgré tout, donne énormément d'émotions et de sensations, sans forcément aller trop vite, et qui vous donne vraiment l'impression de conduire, et pas d'être conduit, comme dans des voitures peut-être plus modernes. Pareil, 390 chevaux, c'est exploitable. Ça, c'est quelque chose, voilà, 400 chevaux pour 1300 kg, bah, c'est exploitable. On peut accélérer, on peut rentrer un peu fort dans les virages, on peut prendre des tours. C'est pas effrayant. C'est pas effrayant, mais c'est très 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 sensationnel. Et c'est vraiment tout ce qu'on demande à une voiture comme ça. Et finalement, je regarde le compteur sans aller très très vite. C'est une voiture qui est ultra sensationnelle. Et vraiment, on a cette sensation de kart, quoi. De kart de voiture très agile, très nerveuse, très légère, avec un moteur qui lui permet de s'envoler dans les tours. On a une sensation de Lotus, quoi. C'est absolument génial comme bagnole. Si la 360 Modena est une suite logique dans la gamme des berlinaises Ferrari, la Ferrari California, au contraire, c'était un peu une anomalie. Cette voiture est apparue un peu de nulle part pour venir concurrencer Porsche et Mercedes avec le SL, la 911. Et on a donc un peu un truc inconnu chez Ferrari auparavant. On a un coupé 2+2 cabriolet qui était vendu 170 000 € neuf à l'époque. Alors 170 000 € chez Ferrari à l'époque, c'était quasiment donné, et c'est une voiture qui partageait sa plateforme avec d'autres voitures de la gamme Ferrari, notamment la F430 pour la partie motorisation. Et si j'arrive à attraper, oui, du premier coup, magnifique. On retrouve donc à l'avant de ce coupé qui pèse quand même, là aussi on s'éloigne un peu des standards Ferrari, plus d'une tonne 7, donc c'est une grosse voiture. On retrouve à l'avant de cette voiture le V8 atmosphérique 4,3 litres de la Ferrari F430 avec la même boîte de vitesse, donc des organes qu'on connaît bien. Cette voiture développe un peu moins de chevaux que la F430, 460 dans cette voiture contre 490 pour la F430. Il y a eu un pack d'amélioration châssis et puissance qui est arrivé vers la fin de vie de la California, avant que ça passe en California T, qui montait la puissance de la voiture à 490. Bon, grosso modo, c'était la même chose qu'une F430. On peut penser ce qu'on veut de la California, il y a quand même un vrai V8 Ferrari dedans. Et moi, c'est une voiture qui m'intrigue énormément. Elle est dans une configuration assez élégante, gris Silverstone, intérieur grigio scuro. Donc une configuration assez particulière, mais avec des détails qui vont bien à l'intérieur, je vais vous les montrer. Je trouve, en tout cas, dites-moi vraiment votre avis sur la California dans les commentaires, mais que c'est une jolie voiture. C'est une voiture qui a quand même une belle ligne, qui est assez racée,
Il y a des détails, notamment à l'arrière, qui sont assez amusants avec ces échappements verticaux qui détonnaient un petit peu de l'univers Ferrari. On a un coffre. Forcément. Bon alors là, désolé c'est un peu le bazar, hein, mais il y a le maintien de charge, ça c'est l'élément qui permet de cacher l'espace coffre du toit qui est rabattable électriquement bien sûr. C'est une proposition complètement différente dans l'univers Ferrari, mais évidemment c'est décrié par les puristes, mais en réalité qu'est-ce que ça donne? Moi je n'ai jamais essayé, et sur le papier on a quand même une voiture qui s'annonce comme étant sympa. Je vais vous présenter l'intérieur, mais ce qui est certain c'est que si extérieurement on est dans l'univers Ferrari, bah à l'intérieur aussi. À l'intérieur, ambiance un peu plus cosy que dans la Ferrari 360, beaucoup de cuir étendu. Alors honnêtement, hein, je vous le dis, je vous donne vraiment mon avis. Lorsque j'ai vu les photos de l'intérieur, j'ai trouvé ça immonde. Une fois assis dedans, et même quand je l'ai vu pour la première fois ce matin, c'est le premier truc que j'ai fait, j'ai ouvert la porte pour regarder. C'est beaucoup moins moche que ce qui n'y paraît, et il faut vraiment le voir en vrai. Ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais on a bien l'univers Ferrari. On a un long capot, on est assis bas, très bonne position de conduite, le volant avec la driving zone en carbone, les palettes en carbone, les LED super importantes. Le fond de compteur jaune, là encore gradué à 10 000 tours et 340 km/h à droite pour le compteur de vitesse. Le fond de compteur jaune qui est le même qu'on peut trouver dans une 430 Scoot, dans une 458. Voilà, c'est un fond de compteur qui n'a pas changé depuis des années, donc ça c'est assez amusant. Ici, bon pareil, on retrouve un petit peu de Ferrari, c'est-à-dire quelques boutons bon, un peu collants. ça fait partie de ces voitures. Les aérateurs ici qui sont... Ouais, franchement ça va, c'est assez bien assemblé. Vraiment, je touche comme si j'étais client, moi, il n'y a pas de souci. On est bien dans l'univers Ferrari. Grande palette là, de la boîte F1. Bon, à l'arrière, on dit que c'est une 2+2, sauf si vous avez... Enfin voilà, faut que ça soit des enfants qui n'aient pas de jambes, hein, clairement. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Les inserts qu'on appelle Daytona sur les sièges, avec ici le Cavallino embossé sur les appuis-têtes. C'est une très jolie voiture, et bah tiens, tant qu'on est dedans. Alors, comment ça fonctionne? Open. On va voir ce que ça donne quand même. Donc là, on a toute la cinématique en direct, donc c'est le coffre qui s'ouvre de l'arrière, comme ça. Peut-être un petit coup de graisse. Voilà. Et là, je suis prêt pour aller choper toutes les michetots de la Côte d'Azur. Eh, ça fait un joli bruit quand même, hein. C'est doux, mode sport. Bon bah, il y a du soleil, on va voir ce que ça donne, hein. Ferrari California. Normalement, dans la tête d'à peu près tout le monde, Ferrari California, on a envie de dire mais Ferrari du pauvre, petite Ferrari, Ferrari d'entrée de gamme. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie quand même? C'est une Ferrari. On a l'ambiance, on a le look, le design, le moteur, la technologie. Même si effectivement c'est pas forcément la Ferrari qu'on aime parce qu'on s'éloigne de la berlinette, moteur central, tous les ingrédients sont là. C'est une Ferrari et en plus dans celle-ci, il y a un peu les boutons qui collent. C'est sûr, c'est une Ferrari. Ambiance complètement différente de la Ferrari 360. Déjà par la position de conduite, dans la Ferrari 360, on est assis très vers l'avant et très en avant de la voiture. Là au contraire, on est assis à l'arrière. On a vraiment cette position de conduite de GT avec le tableau de bord assez haut, le capot long, la sensation d'être assis sur le train arrière. Et c'est une voiture immédiatement qui est très agréable, qui est spacieuse. Je me sens pas du tout aussi engoncé que dans la 360. J'ai de l'espace au niveau des coudes, les sièges maintiennent bien, sont très confortables, ils glissent pas, ils sont réglables dans tous les sens, chauffants. Bon, l'écran, j'ai même pas envie de l'allumer, il me fait rire, mais on dirait un écran de GameCube, enfin non pas de GameCube mais de je sais pas de DS des premières années. Et au niveau du son, ben pas de doute, on est bien dans une Ferrari. Écoutez ça. Putain mais ça chante comme une 458 en moins aigu.
au passage de rapport. Donc là je suis en mode confort, mais je peux me mettre en mode sport. Normalement ça va rendre le tout un peu plus nerveux. La sonorité est vraiment magnifique. Ça pour le coup c'est rond, c'est chaleureux. J'adore. Et la boîte de vitesse est pas très rapide au rétrogradage. Mais franchement ça va, c'est vraiment pas déconnant. Enfin, je vais pas dire que c'est lent en tout cas. Au monter en rapport, c'est vraiment rapide. Et immédiatement en fait on ressent ce pourquoi la California est faite, c'est-à-dire une voiture de cruising, mais une voiture de cruising qui demande quand même à avoir un peu de rythme. Mais c'est génial! Le moteur est très agréable, très rond. On n'est pas du tout débordé par la puissance. Et en fait c'est marrant parce que ce châssis souple, eh ben, on le sent qu'il travaille, on sent la voiture qui s'affaisse un petit peu, mais du coup ça donne pas mal de sensations et ça donne pas du tout l'impression d'être mal maintenu. C'est vraiment très fun comme caisse. J'aime bien. Franchement, j'exagère pas, mais c'est dingue parce que ça c'est l'effet cabriolet aussi, mais j'exagère vraiment pas. C'est vraiment pas dénué d'intérêt par rapport à la 360 Modena. C'est une expérience complètement différente, mais moi j'adore les GT comme ça. J'adore les GT parce que c'est des voitures qui peuvent se conduire assez sportivement, coude à la portière. Et là, juste en termes d'émotion, bah, c'est vraiment présent quoi. Ça fait un son d'F430 et vraiment à conduire c'est fun quoi. C'est marrant, alors la comparaison va être bizarre mais ça me fait penser à un Z3 en plus gros quand même, en plus lourd, mais dans le sens où la voiture se comporte et on a un train avant un peu comme dans une BMW finalement qui est très précis, très incisif, on a vraiment une bonne sensation, et un train arrière qui gigote un peu, mais du coup qui donne du ressenti du fonctionnement de la voiture. Là où par exemple dans la 360 on avait vraiment un côté scalpel très aiguisé, très léger, là on va jouer avec cette masse un peu plus et c'est vraiment très agréable. On arrive à la troisième Ferrari, j'aime bien prononcer ça, on arrive à la troisième Ferrari de cette vidéo, et pas des moindres, et j'ai voulu la garder pour la fin parce que personnellement c'est celle qui m'intrigue le plus. En essayant la 360 Modena, je savais à quoi m'attendre parce que j'ai déjà eu la chance d'en conduire une. J'ai été très surpris par la California, franchement excellente surprise, et pour moi ça démystifie un peu la mauvaise réputation de cette voiture, mais celle que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est celle-ci. En plus, alors encore une phrase que j'aurais pas pensé prononcer un jour, mais j'ai essayé une Diablo il y a 3 semaines. Bon, voilà, ça fait plaisir. Donc là, on est sur une Ferrari Testarossa. Cet exemplaire est de 1991. C'est une voiture qui est proposée à environ 125 000 € chez Nash Automobile. La Testarossa, c'est une voiture mythique de par la filmographie dans laquelle elle est apparue. Miami Vice, évidemment. C'est une voiture qui est fascinante en tout point. Déjà, le nom Testarossa s'inspire évidemment de voitures de course de Ferrari des années 30, si je dis pas de bêtises. Le nom est mythique. La forme, rien que le look, juste regardez une Testarossa. Là où
où les deux autres voitures ont quand même des formes un peu plus modernes, consensuelles, là on a un vrai parti pris en termes de design. C'est magnifique, c'est très bas, c'est large, ça fait 1,95 m de large. La voiture, c'est une planche quoi. Et surtout ce que j'adore, c'est lorsqu'on regarde de profil, on a vraiment ce design complètement triangulaire avec toutes les lignes qui vont vers l'avant, avec un empattement très court, un porte-à-faux avant immense. Ça donne pas envie de taper des dos d'âne, même si la voiture est quand même assez haute. Les proportions sont surprenantes, la voiture est extrêmement basse. Alors celle-ci forcément, comme c'est une voiture qui a été sur les fins de production des Testarossa, elle a les deux rétroviseurs, les autres on les appelle les monospecchio. Les premières, c'est celles qui ont le plus de valeur. Ces ouïes latérales là dans la porte qui se découpent. C'est une voiture qui a un look exceptionnel et bien sûr qui a quand même la particularité d'avoir un moteur V12, enfin plus exactement un flat 12, 5 litres à l'arrière, 380 chevaux, quasiment 500 Nm de couple, disponible à 4500 tours minute environ, boîte manuelle 5 rapports, propulsion évidemment, la largeur de l'arrière, de l'avant, c'est vraiment fantastique comme design, c'est absolument magnifique. C'est une voiture qui est quand même relativement lourde, environ 1,6 tonne avec les fluides, que j'ai vraiment hâte d'essayer parce que comparé à la Diablo, qui avait effectivement un côté un peu camionnesque lorsque je l'ai conduite, mais surprenante quand même, ça, il paraît qu'à rouler c'est vraiment exceptionnel parce que c'est une voiture qui, malgré son âge, une voiture qui a 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans, c'est une voiture qui paraît très moderne, très facile, très GT, très sportive. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et si l'extérieur Rosso Corsa forcément, c'est un peu le mythe Ferrari, là pour moi on a la configuration idéale sur une Testarossa, à savoir l'extérieur rouge et l'intérieur en cuir beige clair. Rejoignez-moi à l'intérieur. Alors déjà il y a un truc qui est amusant, c'est la lourdeur de la porte. Et lorsqu'on s'installe, en fait ce qui est dingue c'est que c'est un immense plancher. Les sièges sont posé sur le sol et la voiture t'es assis par terre quoi, donc bon, je vais me faxer à l'intérieur de manière disgracieuse et là je touche le sol quoi, c'est dingue. Donc là position de conduite très c'est super bas, je me sens écrasé là-dedans. Alors le siège est un peu, faudra que je le règle. Bon le siège est un peu mis vers l'arrière, mais tout petit volant. Très important le klaxon. Position de conduite un peu décalée, les pieds un peu vers la droite parce que forcément là il y a la roue. Boîte de vitesse 5 avec la première en bas, dogleg. Ah, c'est vraiment particulier, les compteurs orange, ça donne envie de cruiser de nuit immédiatement dans la voiture. Ah, c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Petit rétro là, avec vue sur le gros cache moteur, ces boutons et tout. Je trouve ça magnifique. C'est une voiture qui a 60 000 km environ, qui a eu beaucoup de frais, donc elle est en très bel état. Je pense que c'est la voiture qui m'excite le plus, honnêtement, parce que c'est des voitures qui distillent tellement d'émotions, ce genre de voiture, qui nécessitent un véritable mode d'emploi pour bien les conduire. Oh, l'embrayage il est dur. J'ai hâte de voir ça. Il y a les rétroviseurs électriques. Et c'est moderne, hein. Il y a des boutons, je sais même pas à quoi ça sert. Trop hâte d'aller faire un tour. Après la sportive, Youngtimer. Après la GT moderne. Oh, une AC Cobra. C'est pas mal de pouvoir croiser une AC Cobra en étant respectable. Tu vois, t'es un Testarossa. Donc tu peux croiser une AC Cobra, tu peux même lui faire un petit salut avec les petits. Et hop là, les petits phares qui se lèvent là. Ah, c'est génial. Maintenant on passe sur le mythe, l'ancienne 1991. La Ferrari 512 Testarossa. C'est vraiment un nom mythique et je me sens vraiment chanceux de pouvoir faire l'expérience de cette voiture aujourd'hui. Surtout, comme je l'ai dit, après avoir pu tester la Diablo il n'y a pas longtemps, c'est extraordinaire de pouvoir dire ce genre de choses. Mais la Testarossa, c'est quand même un mythe. C'est une voiture qui est très reconnue, très populaire. Et je pense que ça fait partie des voitures qu'il faut essayer une fois dans une vie. Flat 12 à l'arrière, quasiment 400 chevaux, beaucoup de couple et immédiatement lorsqu'on s'installe à l'intérieur, une ambiance unique avec un avant qui paraît, qu'on voit pas. On est assis très vers l'avant, on a beaucoup de visibilité, c'est très vitré. La vue là dans les rétroviseurs arrière avec les espèces de table basse complètement, on dirait des rampes de lancement qu'on a de chaque côté là, c'est magnifique. Surtout avec la couleur Rosso Corsa qui souvent à la lumière ça passe un peu sur du bleu avec les reflets, là on a un ciel un peu gris, c'est vraiment joli. Les compteurs orange, le petit volant très fin, les petits craquements des cuirs, des assemblages qui sont forcément un peu datés. Là cette console centrale je la trouve extraordinaire. Immédiatement quand on s'installe dans la Testarossa, on sent que on n'a pas la conduite assistée qu'on peut avoir dans la 360, encore moins dans la California. Là tout est un peu raide, tout demande
un peu de poigne, notamment l'embrayage qui est assez lourd. L'accélérateur a cette tendance à être pas comme un peu collé, mais il n'est pas bien progressif, il n'est pas bien souple, il accroche un petit peu, mais ça c'est typique des voitures anciennes. Du coup on se retrouve à appuyer un petit peu, puis d'un coup un peu plus, puis hop, la voiture part. C'est assez amusant. Évidemment, alors j'ai une position de conduite un peu camion, je suis à la fois assis très en arrière, mais avec le volant un peu devant moi. C'est un peu particulier, les jambes un peu décalées, mais finalement on se trouve vite assez à l'aise. La voiture, même si elle est très large, paraît pas si grosse. Et alors, pas de direction assistée veut dire, si vous êtes à l'arrêt et que la voiture ne roule pas, n'essayez pas de faire un créneau, vous n'y arriverez pas. Ou alors il faut avoir des plus gros bras que moi, ce qui est peut-être pas très compliqué, mais quand même, faut y mettre un peu du sien. Dès qu'on commence à rouler, on est pris par l'ambiance très mécanique du V12 qui a un son d'admission assez particulier, un son de fonctionnement très particulier, c'est une ambiance assez mécanique. Au niveau de l'échappement, c'est pas très prenant, mais on sent dès qu'on démarre que le moteur est très rond, que c'est un moteur qui est doux, qui est coupleux. Il y a immédiatement une ambiance assez particulière, on n'est pas du tout dans l'ambiance nerveuse, très alerte qu'on peut avoir dans la 360. Donc on prend ses aises au début, c'est une voiture qui est vraiment pas difficile à conduire. Alors les sièges sont très confortables et je suis bien calé dedans, c'est assez agréable. Ah ouais, ok. Donc c'est un moteur très coupleux en bas et pointu en haut. Allez, on va tirer un peu la 2. Ça prend 150 km/h en fond de deuxième et j'étais pas au bout. Ah ouais, c'est original. Ça marche, mais en fait comme c'est tout en couple, tout en douceur et que c'est un moteur qui a beaucoup d'inertie et que les rapports sont incroyablement longs, ça monte longtemps dans les tours et ça c'est comme une grande main qui te prend et qui te tire avec beaucoup de force, mais c'est très doux, c'est très progressif, c'est très enveloppant comme puissance. En fait c'est une grande GT cette voiture, c'est une grande GT mais on sent qu'en haut elle a quand même pas mal de caractère. Et forcément, là c'est un essai qui est assez court, mais c'est des voitures qui demandent beaucoup de temps avant de vraiment pouvoir les exploiter et qui ne se révèlent pas tout de suite. C'est des voitures qui... Voilà, donc il faut lire le mode d'emploi, il faut l'apprécier, respecter les voitures et voilà, l'appréhender de plus en plus fort petit à petit. Mais du coup ça rend l'expérience de conduite encore plus gratifiante parce que quand vous savez vraiment bien mener votre Testarossa, bah là je pense que ouais, ça doit vraiment être très gratifiant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces trois Ferrari qui sont quand même des voitures, il faut le dire, très différentes les unes des autres.
La Testarossa, sans surprise, c'est la voiture qui provoque le plus d'émotions, on va dire, par son côté mythique, par son côté historique, mais aussi et surtout par son côté ancien. C'est une voiture qui demande vraiment de s'adapter à son comportement, qui demande de réfléchir à ce qu'on fait et qui demande aussi une certaine humilité au volant. Si je dois donner des qualités, et je vais donner des défauts aussi, le côté facile de la voiture est vraiment surprenant. La souplesse, la facilité, la rondeur du V12, c'est une vraie GT, cette voiture, avec une architecture exceptionnelle parce que c'est une GT avec un moteur central arrière. Inconvénient, forcément, ce sont des voitures un peu plus anciennes, un peu plus capricieuses. Faire des créneaux, c'est très difficile. Tout demande un peu plus d'anticipation. Vous pouvez pas aller n'importe où avec cette voiture, mais quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes, une vieille expression qu'utilise mon père. Pour 125 000 €, on a vraiment une voiture qui est collector. Et c'est ça que je retiens de cette voiture. Quand même, mention spéciale pour le look et pour l'ambiance qu'on a lorsqu'on roule dans la voiture avec les phares levés. C'est des formes qu'on connaît plus du tout dans les voitures modernes et ça, c'est vraiment exceptionnel. La California, une des bonnes surprises de cette journée parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec cette voiture, mais pas de doute, c'est une Ferrari. On a le look, le moteur, l'exclusivité quand même. Je pensais pas aimer, mais comme je vous l'ai dit, en roulant avec, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le look de la voiture. Si je devais donner des qualités et des défauts, qualité, ensemble, moteur, boîte de vitesse, c'est très semblable à ce qu'on connaît sur les F430 et même la 458. Ça hurle, ça fait un bruit de Formule 1 au passage de rapport. La boîte est vraiment très agréable, très douce. C'est une voiture qui est assez confortable, même si, et pour moi ça sera un peu son défaut, on a ce côté un peu perte de rigidité qu'on peut retrouver dans des cabriolets où dès qu'on remet la capote, et ben forcément on va entendre un peu tous les bruits de caisse qui bougent un petit peu, des bruits un peu de grincement mécanique. Ça malheureusement c'est un peu le lot de tous les cabriolets. Et pour moi l'autre défaut de la voiture, en dehors de la finition intérieure qui est quand même pas exceptionnelle, enfin qui est rarement exceptionnelle chez Ferrari, c'est la raideur des suspensions. En fait, c'est marrant, mais c'est un peu trop ferme. Et ça, j'avoue que c'est un défaut, même si, niveau comportement, elle m'a quand même bluffé parce que c'est vraiment marrant à emmener. Et pour 100 000 €, bah, je trouve qu'on a quand même une proposition vraiment exclusive et un rapport qualité-prix par rapport aux émotions que ça procure qui est vraiment, vraiment pas ridicule. Et pour finir, la Ferrari 360 Modena boîte F1, une voiture avec laquelle je suis familier, je savais à peu près à quoi m'attendre et ça m'a pas déçu. Un engagement de conduite au top, une ligne indémodable, très ronde et surtout des émotions avec cet échappement de malade là qui est vraiment fantastique, l'engagement de la boîte manuelle qui apporte un vrai plus par rapport à la boîte F1 et la sensation d'être dans une petite voiture légère, agile, sportive, qui se laisse emmener, qui se laisse cravacher un peu plus que les deux autres. Et donc franchement, si je devais faire un choix, c'est pas facile, mais je pense, même si je suis très attiré par la 360 pour le côté conduite, c'est vrai que la 512, quand tu vois le profil de la voiture, c'est quand même quelque chose de très très attirant. Mais je suis intéressé d'avoir votre ressenti. Forcément, c'est un triple essai, donc c'est des formats qui sont assez complets, assez longs, assez denses, mais c'est une opportunité exceptionnelle d'avoir accès à 3 Ferrari comme ça, sous 3 Ferrari aussi différentes. C'est vraiment pas facile d'en choisir une. Allez, si vraiment je devais dire, si c'est pour une collection et pour sortir le dimanche, je dirais la Testarossa, et autrement, ça serait la 360. Forcément, je vire la California, mais je trouve vraiment que c'est pas déconnant comme voiture. En tout cas, je trouve que ça a beaucoup plus d'avantages que ce qu'Internet peut laisser passer. Bah, au moins, j'ai mon propre avis de ce que c'est qu'une California. Et une chose est sûre, c'est bien une Ferrari. Merci d'avoir regardé. Un immense merci à Nash Automobile pour leur accueil et pour la mise à disposition de ces 3 voitures exceptionnelles. Si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles ou par d'autres voitures qui sont présentes chez eux, n'hésitez pas. Enzo et Antoine, vous les avez déjà vus dans des précédentes vidéos. C'est des jeunes qui sont passionnés, qui sont cool, qui aiment l'automobile et qui continuent à faire perdurer cette passion. C'est aussi important de mettre en avant des entreprises comme ça, de jeunes qui font perdurer cette passion de l'automobile dans des temps qui sont quand même assez moroses. Et en parlant de temps moroses, moi je vais aller rejoindre ma grosse pile électrique là qui a dû prendre 3% de batterie après l'avoir chargée toute la journée. Et direction Paris afin de profiter d'un repos bien mérité. Merci d'avoir regardé, merci à Damien pour la vidéo et à très vite sur The Glove Driver. Ciao.